Donc peut-être un petit récapitulatif de où j'en étais. On était en train de regarder dans le cas d'un champ de vecteurs semi-monotone. On était en train de regarder l'équation conservative périodique dans Rn. En plus, comme B est supposé essentiellement borné ou dans L infini de log, bon, c'est vraiment pas le problème. On a expliqué qu'il n'y avait pas de solution, disons, L infini unique de ça, de cette équation, que bien entendu il y a un unique flow pour l'équation différentielle ordinaire associée, et qu'une manière de définir, donc ça c'est les données du problème, avec les notations. Et donc ce qu'on a obtenu pour l'instant, c'est que la formule f de x et de t égale f0 de grand X, qui est lui-même une fonction de son point de départ et du temps, fois ce que je vais noter J, où J est le jacobien, c'est-à-dire le déterminant de la matrice jacobienne, qui est positif. Je reviens sur la positivité parce que je ne suis pas sûr de l'avoir réellement démontré. C'est évident en dimension 1, mais en dimension supérieure, il y a un petit truc à expliquer. Donc, ceci définit. Alors, je mets semi-groupe entre parenthèses parce que tout ce que j'ai raconté marche avec un B de T. C'est un semi-groupe que lorsque B est indépendant de T. Autrement, vous avez la relation de récursivité pour les flots. Donc, définir un semi-groupe, c'est pour aller de T1 à T3. Vous pouvez aller de T1 à T2 et puis de T2 à T3. Si le champ de vecteur est non homogène en temps, c'est-à-dire qu'il dépend de T. Donc ça définit un semi-groupe fortement continu dans LP. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de t est majoré en norme LP par une constante qui dépend de P, de f0 dans LP. Et en fait, cette constante, elle est même plus précise. C'est un e puissance CPT. Donc c'est vraiment un semi-groupe fortement continu. La constante vaut 1 quand t égale à 0. Et un semi-groupe continu dans LP, c'est au sens de l'application linéaire qui a f0 associé f de t, elle est continue dans LP. Quoi d'autre? Alors, bien évidemment, si f est solution, valeur absolue de f est solution. Donc, c'est une solution renormalisée en ce sens-là. Et on a vu que c'était le prolongement par continuité. Prolongement par continuité en B. Des flots, des semi-groupes. Prolongement par continuité en B, je n'ai pas envie d'écrire plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous régularisez B, Bn qui tend vers B, en ayant uniformément la semi-monotonie, c'est-à-dire une même constante, alors, à ce moment-là, les solutions correspondantes, les Fn, et là je vais rajouter quelque chose dans un instant, les Fn convergent faiblement dans LP. Alors, je n'ai pas précisé que c'était valable pour tous les P compris entre 1 et l'infini. Donc, c'est faiblement dans LP. C'est vrai pour tous les P, et puis pour P égale infini, c'est faiblement dans L infini étoile. Bon, ça c'est un détail.
convergent faiblement, et c'est même, quand je dis ça, comme ça dépend du temps, il faudrait préciser, c'est vraiment uniformément en temps dans LP faible. OK. Donc, il n'y a pas de doute que c'est le bon objet, hein, puisque quelle que soit la régularisation, on converge toujours vers ça. Mais du coup, on a envie de vérifier, que c'est bien ce qu'on obtient lorsqu'on rajoute dans l'équation un moins epsilon laplacien ou qu'on met ici un brownien, un petit brownien. On a envie de peut-être se poser la question, est-ce que cette solution qui, a priori, est dans l'infini en temps à valeur dans P, mais qui décolle bien de cette majoration, implique en fait que c'est continu en t égale à 0 là, dans LP. Je dis des bêtises. Autant pour moi. Si on a une bonne propriété comme ceci, on peut se poser la question de savoir si la trajectoire du semigroupe est continue à valeur dans LP, pour P plus petit que l'infini, bien sûr. La réponse va être oui, et il va falloir travailler. Et on a envie également de se poser la question, est-ce que le prolongement par continuité des semi-groupes, il y a éventuellement de meilleures convergences? Alors là, je n'ai pas la réponse, je sais que c'est vrai en dimension 1, et je ne sais pas en dimension supérieure, j'hésite beaucoup. Bon, est-ce qu'il y aurait intrinsèquement des convergences faibles? C'est du mal à l'imaginer, donc il manque quelque chose, et je dirais en fait c'est vraiment sur l'analyse des jacobiens. Bon, alors je voudrais faire peut-être commencer, avant d'attaquer par exemple le rajout d'un brownien, je voudrais commencer par faire des petites remarques destinées à une sorte d'échauffement. La première, c'est que face à un système différentiel quel qu'il soit, il peut être judicieux de faire des changements de variables. Bon, ça on le sait bien. Donc c'est changement de variables. En d'autres termes, poser y égale psi de x et de t. Ça vous transforme l'équation, et l'équation conservative associée est transformée de la même manière une fois que vous avez écrit l'équation différentielle ordinaire. Et j'imagine que le B est transformé en quelque chose qui doit être d psi de psi moins 1 de y, B de psi moins 1 de y. Voilà le nouveau champ de vecteurs. Et là, vous vous rendez compte qu'en jouant sur ces champs de vecteurs, vous pouvez toujours tester, quel que soit le cadre de travail que vous avez, de tester les hypothèses que vous pouvez faire. En supposant, par exemple, que psi est un bon difféomorphisme bilipsitien, de façon à ne pas avoir de soucis. Ça peut être intéressant d'avoir des trucs plus singuliers, mais je n'insiste pas. Donc la régularité est évidemment préservée par difféomorphisme. Donc quand on dit W11, BV, etc., tout ça, ça marche bien. Les questions de divergence marchent bien aussi, parce que la divergence de ce nouveau champ de vecteurs, c'est la divergence de B. Donc ça, c'est la divergence de B plus une constante. Hein. Donc quand vous prenez la divergence, vous pouvez dériver ce bazar-là. Si psi est régulier, vous l'oubliez. Si B est borné, ça fait quelque chose de borné. Donc le point essentiel, c'est de faire taper la divergence là-dessus, hein, sur ce B-là. Et vous voyez qu'ici, vous avez un d psi, et qu'ici, vous allez avoir l'inverse du d psi. Donc vous allez avoir la trace du produit de trois matrices, avec une matrice, dB, et la matrice de la dérivée de psi moins 1, qui est en fait
la matrice inverse au début. Et puis trace de AB, c'est trace de BA, donc c'est la même trace. La partie divergence où on fait taper les dérivés sur le B, elle est la même. Donc ça, les hypothèses sur les divergences sont complètement stables. L'hypothèse de semi-monotonie ne l'est pas. Hein, bon, vous faites le calcul. Vous avez le dψ, dψ-1, donc c'est un changement. Vous prenez une matrice symétrique, mais vous faites que vous transformez fondamentalement au niveau des dérivés. Vous avez un dB qui est une matrice positive, et puis vous la conjuguez avec une matrice P et une matrice P-1, et ça, il n'y a aucune raison que ce soit une matrice positive. Il n'y a pas de raison. Si elle était symétrique, même, je n'en sais rien. Donc, c'est gentil, les semi-monotonies, mais c'est un exemple, et on peut élargir la classe par son nombre de variables. Bon. Soit. Un cas assez classique, même si c'est Hélène Frankowska qui avait fait cette première, à ma connaissance, avait été la première à observer ça du point de vue des équations de transport. C'est le cas en dimension 1, avec un B qui ne dépend que de X, et là j'insiste. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, ça marche avec un B de X et de T. Donc là, je prends un B de X, et je suppose que B a un signe strictement positif. Ça pourrait être strictement négatif. Si vous prenez l'équation adjointe, le signe n'ayant aucune importance, un B de X du, je vais l'appeler petit b, du sur dx, vous voyez bien que le changement de variable qu'il faut faire, c'est dy égale la dérivée dx sur b de x. Donc le y en question, le psi en question, c'est la primitive de 1 sur b. Et ça vous transforme l'équation en une équation linéaire triviale. Donc voilà pourquoi il y a l'unicité, voilà pourquoi tout se passe bien, modulo ce changement de variable. Alors la dimension 1 est évidemment très particulière. Et en fait, si on reste sur un champ de vecteurs autonome en dimension 1 et qu'on se pose la question de quelle est la classe la plus générale pour laquelle il y a unicité de l'équation différentielle x point égale b de x, on voit bien que ce qui pose un problème, c'est les traversées de zéro. Ce sont les zéros, parce qu'on a dx sur b de x égale dt. Donc c'est autour des zéros que ça se passe. En plus, comme c'est discontinu, on peut ne pas toucher zéro, mais le traverser. Donc il y a à gérer les discontinuités pour des fonctions, disons, BV ou état G ou ce que vous voulez. Alors, de manière très très simplifiée, on va dire que là, il va y avoir une traversée de zéro. Et je vais faire tous les schémas qui sont OK. Traversée de zéro, c'est que, disons qu'avant, on est positif. Ça pourrait être toucher 0 ici, ou ça saute. OK. Donc ça, c'est ce qui se passe avant 0. Sont OK. Ça reste un petit moment, ça reste un certain moment en 0. Ça, c'est OK. Et puis après, ça redémarre comme on veut. Aucune importance. Tout ça, c'est OK. Ce qui est également OK, c'est que ça reparte, mais que ça reparte vers le bas. En continu ou en sautant. Donc ça sont toutes les options. Ça aussi, c'est OK. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est OK? Ça veut dire que, bon, là, grâce à la positivité, il y a unicité. Disons, dans ce cas-là, là, il y a unicité. Et le saut ne pose pas de problème. Parce que c'est un saut décroissant. OK? On va partir maintenant de quelque chose de négatif. On touche 0. On peut également... Et là, vous repartez vers le bas, vous restez à 0,
vous repartez vers le haut de manière continue avec un saut, toutes ces situations-là sont OK. Donc, ce n'est pas du tout symétrique. Alors, le fait qu'il y ait un saut orienté comme ceci, c'est lié à avoir quelque chose qui, au moment du saut, a la monotonie. Donc, c'est cette monotonie-là. Et puis, dans la suite du cours, en fait, on a déjà vu les deux monotonies, hein, puisqu'on a vu plus divergence de BF et moins divergence de BF. Donc, on arrive à recoller les trajectoires et avoir des bouts de trajectoire, à condition qu'on ait un point de vue trajectoriel pour ça, ce qui viendra plus tard dans le cours. Donc, en recollant des bouts de trajectoire, tout se passe bien. Et ici, le fait que si on arrive du côté négatif ou positif, ce n'est pas la même chose. C'est parce que quand vous êtes proche du point de discontinuité, hein, je résous x point égale bx. Hein. Donc, pour être consistant, je vais mettre un moins ici. Donc, attention, c'est pour ça que j'ai noté petit b. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant le point de discontinuité, b est négatif, donc vous partez vers là. Donc, bon. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, non, à part que j'ai dit une bêtise. Ça. Donc, tout cela sont OK. En fait, c'est symétrique, c'est moi qui disais une bêtise. Ce qui n'est pas OK, ce sera plus simple, c'est d'avoir quelque chose, et je vais même le faire atteindre en 0, et où... Alors, c'est le même phénomène. Non, de ce côté-là, vous allez en 0, et de ce côté-là, vous sortez de 0. Et donc là, on va vraiment voir tout ce qui se passe en 0. De ce côté-là, vous partez sur la gauche, mais là aussi, vous partez sur la gauche, et donc tout se passe en 0. Et donc, si vous prenez par exemple le premier cas de figure qui est b de x égale x à la puissance, valeur absolue de x à la puissance alpha, pour n'importe quel alpha plus petit que 1, n'importe quel plus petit alpha plus petit que 1, vous voyez ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est, je vais juste faire un dessin, vous partez de x point égale b de x, vous partez de x négatif. Le flow vous fait arriver en temps fini, vous êtes en 0. Et puis là, vous résolvez x point égale x puissance alpha du côté positif, et ça, en partant de 0, vous avez la possibilité de rester en 0 ou de sortir de 0. Hein, c'est x point égale racine de x, il y a une solution qui sort de 0. Mais vous pouvez rester aussi un certain temps et sortir. Donc, il y a autant de solutions qu'il y a des continua de solutions. Et ce n'est pas juste en 0, parce que tous les points là arrivent en 0. Donc, il n'y aura absolument pas d'unicité d'un flot presque partout pour presque toute condition initiale. Il y a une unique solution, tout est faux. Pour toutes les conditions initiales négatives, il y a plusieurs solutions, au bout d'un certain temps. Donc là, il n'y a absolument rien à faire. Ça, c'est quand même... on peut être dans W1P aussi proche que l'on veut de l'infini. Il n'y a pas de signe sur UX. Donc là, en revanche, parce que là, le UX est négatif, le UX est positif, il n'y a pas de signe sur X, et donc on ne peut pas se servir de l'un ou l'autre des cas de semi-monotonie. En fait, pour rester ou non en 0, la condition est une condition de Dini, hein, qui est de dire que l'intégrale en 0 de 1 sur b est finie, comme 1 sur racine de x, c'est une intégrale finie. Hein, c'est le dx sur b de x qu'on intègre. Donc ça permet de sortir de 0. Et si cette condition de Dini n'est pas satisfaite, que l'intégrale est égale plus infini, il y a unicité. Hein, c'est vraiment un si et seulement si. C'est totalement précis. Donc ça permet, en tout cas dans un cadre très très simple, autonome, c'est-à-dire un B indépendant du temps en dimension 1, d'à peu près comprendre comment c'est fichu ces trucs-là, avec des champs de vecteurs discontinus. Et avec la limite de, s'il n'y a pas de condition
sur la divergence, ici sur Bx, bah, ça ne marche pas. Il y a un vrai souci. Bon. Ça, je voulais... Il y a des petites choses que je n'ai pas encore expliquées. Sur le fait qu'on puisse recoller des bouts de trajectoire avec les zones, ça devient épouvantable à décrire ça en dimension supérieure, mais on peut le faire. Hein. Si dans une zone, vous avez la monotonie, après, vous avez une zone intermédiaire où vous avez de la régularité, puis vous changez de monotonie plus loin, vous pouvez combiner les résultats, parce qu'il y a propagation à vitesse finie dans les équations différentielles ordinaires. Donc, ça permet de découper comme on veut la trajectoire et combiner les résultats. Donc, il y a des extensions en dimension supérieure. C'est très difficile à écrire. Donc, ce sont des patchs de solutions. Hein. C'est épouvantable à écrire. Et donc, grosso modo, c'est face à un champ de vecteur B. Bon, s'il est régulier, vous avez besoin de personne. S'il est irrégulier, vous pouvez regarder la zone d'irrégularité, regarder la forme des singularités et en déduire dans quel cas de figure vous vous trouvez. Alors, si on sait, parce qu'il y a aussi des cas où on ne sait pas, et j'en donnerai un plus tard dans le cours. Bon. Donc c'est quand même un objet mathématique. Les équations ordinaires sont des objets mathématiques qui existent depuis un certain temps, et lorsqu'on rentre dans le domaine de champs de vecteurs qui ne satisfont plus les hypothèses classiques, il se passe tout un tas de phénomènes étranges. Alors, je vous ai dit, on aimerait compléter ce tableau avant de passer à la solution duale, avant de passer à l'existence d'un flot généralisé. On aimerait se poser la question de qu'est-ce qui se passe si je prends un df epsilon sur dt plus divergence de b f epsilon. Et puis là, je vais mettre moins epsilon carré sur 2, c'est pour pouvoir écrire facilement un brownien, moins Laplacien f epsilon égale à 0. Je pourrais en même temps régulariser le B. Ça ne change absolument rien. Donc ça, c'est une régularisation. B étant d'un à l'infini, il y a des solutions régulières. La question n'est pas là. Alors, on a la solution de l'EDP qu'on maîtrise plus ou moins, et on a une formule. Comment on passe de l'un à l'autre? Quand on avait un BN, c'était relativement simple, parce qu'on avait la même formule au niveau des BN. Donc la question naturelle, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une formule pour ça? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que si vous écrivez maintenant dxt, et c'est beaucoup plus général que ce cas très particulier, si vous écrivez dxt plus b de xt dt égale epsilon dwt, où w est un mouvement brownien, et que vous écrivez le processus tangent, que je vais baptiser xit. Xit, c'est dxt sur dx. Lui, c'est une évolution déterministe, parce que ça ne dépend pas de x, donc je parlerai de coefficients qui dépendent de x dans un instant, si on n'est pas intéressé par une régularisation, mais par comprendre l'analogue stochastique de cette formule. Donc dxt plus db de xt xit. Oui, dt égale 0. Bon, je vais mettre un n, c'est comme ça, tout est régulier, je n'ai pas de souci à me faire sur les dbn. Ça marche avec b. Hein, mais... OK. Si vous avez cette équation, vous en déduisez que jt, qui est le déterminant de xit, xit c'est une matrice, x c'est un processus de Rn dans Rn, ça c'est une matrice n fois n, je regarde son déterminant,
Et j'ai évidemment le même calcul, on ne voit pas le epsilon dWt, donc le théorème de Liouville s'applique, et j'ai donc dJt plus divergence de Bn en xt jt dt est égal à 0. Bon. C'est-à-dire exactement la même chose que dans le cas déterminé. C'est donc, du coup, vous avez compris, hein, f epsilon de x et de t, c'est l'espérance de f0 de x de xt fois jt. Parce que c'est le même calcul qu'on avait fait, il n'y a pas de terme stochastique sur le jt, donc le seul terme supplémentaire, c'est précisément le epsilon carré laplacien. Donc le calcul que j'avais fait pour l'équation du premier ordre, il s'étend à cette équation-là. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces jacobiens et cette formule de type Feynman-Katz? En fait, on est en train de développer la divergence. Hein? Alors, on peut développer la divergence et on aurait un B gradient F. Et ici, j'ai une divergence de B fois F. Moins epsilon, Laplacien epsilon carré sur 2, Laplacien F. Alors, vous pouvez me dire, très bien, là, je peux appliquer la formule de Feynman-Katz. Bon. La formule de Feynman-Katz, vous dit, c'est l'espérance de f0 de x de t de l'exponentielle de moins intégrale de 0 à t de divergence b de xs ds. Ce qui, bien entendu, est le jt qui est là. Ou un jnt là. Il y a des n un peu partout. Normalement, il faudrait mettre des n partout. Hein. Je les mets de manière un peu aléatoire. Et donc la difficulté que l'on a, c'est que quand on aurait envie de se servir de la formule de Feynman-Katz, il y a la divergence de B. La divergence de B, c'est une mesure. Je n'ai pas le droit de m'en servir. Mais parce que j'ai un flot lipschitsien, okay, j'ai le droit de parler de son jacobien. Donc, il y a là-dedans, lorsqu'on a la régularité, tous les points de vue sont les mêmes, évidemment, puisque je remplace, j'ai le droit de manipuler la divergence Bn. Mais cette formule-là, lorsque je passe à la limite et que je perds la régularité, elle est dangereuse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, le jacobien, j'ai déjà expliqué pourquoi la compensité par compensation assurait qu'on passe à la limite, le jacobien, lui, garde toujours un sens et on peut passer à la limite dans la formule. Alors, une fois que vous avez ces formules-là, c'est vraiment pas compliqué pour conclure. Donc, vous avez compris, je termine la démonstration pour dire prolonger par continuité en B et limite d'approximation de régularisation elliptique. Donc, il est clair que c'est la bonne solution. Alors, pourquoi c'est vrai que c'est limite de régularisation elliptique? Ça, c'est dû au fait qu'on a des bornes uniformes dans LP. Ce qui veut dire que par densité,
on peut toujours supposer que les F0 sont réguliers. Donc ça, on oublie. 2, le x epsilon t, on sait déjà qu'il converge vers xt, c'est ce qu'on a déjà vu avec les solutions de viscosité, qu'il converge uniformément vers xt, uniformément en tx, presque sûrement. Ouais, presque sûrement, oui, si, on a même le presque sûrement, mais pensez en proba, c'est pareil. Il se trouve que là, on a le presque sûr. Ça, c'est déjà vu. Donc, le F0 de x epsilon t, il converge, presque sûrement, il converge vers x epsilon t. Et le jt epsilon, grâce à ce fait-là, et à la compensité par compensation, hein, c'est le déterminant de la dérivée d'un truc qui converge uniformément. Voilà. Il faut que je rajoute un petit quelque chose. Il faut que je dise que E de dxt, ça c'est xt, hein, sur dx, epsilon, le sup sur 0t, à la puissance p, cette espérance est finie, quel que soit p, fini. Donc le sup, c'est les inégalités maximales pour les martingales, je n'insiste pas. Et quant au dx epsilon sur dxt dans LP, il n'y a pas de souci. Alors là, si je prends juste epsilon brownien, je pense... non, j'ai besoin d'une espérance. Est-ce que j'ai besoin d'une espérance ou pas? Non, je pense même pas. Parce que j'ai une estimation de Lipschitz, c'est un miracle parce que j'ai pris quelque chose d'homogène. Si je prends deux solutions, je n'ai pas besoin d'espérance. Bon. Et en fait, j'ai une majoration uniforme. dx epsilon t sur dx est majoré par c, presque sûrement, tx oméga. La réponse, c'est que la raison, c'est que lorsque vous faites la différence de deux solutions, vous ne voyez plus le wt. Donc, si vous partez d'un point x, si vous partez d'un point y, et que x epsilon t et y epsilon t sont les solutions de l'équation différentielle stochastique qui est ici, ben, la différence est en fait un processus qui n'a pas de composante martingale. Hein, c'est x epsilon moins y epsilon, c'est un vrai d sur dt. Et donc, vous avez toutes les estimations, vous ne voyez pas la différence avec un cas déterministe. Donc, en particulier, vous avez les estimations d'écart lipschitzien, et vous avez cette information-là. Donc, la compensité par compensation va vous dire 3, ça entraîne que J epsilon converge faiblement vers J. Donc, ça, c'est la convergence faible. C'est borné dans l'infini, donc ça va même être une convergence faible étoile, mais en fait, la compensité par compensation, on vous dit que c'est faiblement au sein de la distribution, et c'est presque sûr, parce que là, vous avez presque sûr, donc c'est toujours la compensité par compensation. OK. Donc, en présentant cette formule avec le JT et vraiment le XT qui est le flot adjoint, les passages à la limite deviennent transparents, hein, aussi bien avec l'epsilon laplacien, ce qui n'était pas connu, qu'avec des régularisations. Bon. Donc, on s'est maintenant complètement convaincu que c'était qu'on avait sélectionné par une formule. Hein, c'est quand même assez étrange. On a une équation et on dit ça, c'est la formule, c'est la solution. Bon. Une question à laquelle je ne sais pas répondre,
c'est est-ce qu'il y a une caractérisation intrinsèque de cette formule parmi les solutions, par exemple, prenons F0 dans L infini, donc, question, si F0 est dans L infini, si F0 est dans L infini, a-t-on une caractérisation? Tu as un problème, Tony, ou... Ouais, en fait, c'est un régularisé de B, c'est tout. Donc, non, 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 non. Alors, je reprends. Je pense que mes notations ont fluctué. Donc, la régularisation elliptique, c'est dx epsilon de t plus b epsilon x epsilon t. On fait tout tendre epsilon. L'ordre des limites n'a aucune importance, en fait, là-dedans. Parce qu'on a des estimations uniformes dans tous les... Donc, il n'y a pas de souci. C'est ça, si c'est ça que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Toutes les estimations sont uniformes. Donc, il y a une formule de départ où je préfère avoir de la régularité pour l'écrire, que ce soit avec un n, un seul epsilon, un n et un epsilon, etc. Donc, j'ai besoin de la régularité pour écrire la formule, et puis après, les passages à la limite sont connus sur les équations différentielles stochastiques, et sur le J, je vous ai expliqué comment ça marchait grâce à la compensité par compensation. C'est ça la morale. Alors, donc, si F0 est dans L infini, première question, ce sont des problèmes ouverts intéressants. Si F0 est dans L infini, c'est caractérisation de cette solution. Est-ce que j'ai des critères Par exemple, je vous donne des exemples. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose sur les changements de variables. On va prendre B monotone. Il y a plein de propriétés. Donc, les exemples, supposez que B soit monotone. La semi-monotonie, je vais y revenir dans un instant, ça ne change absolument rien. Puis après, je vous parlerai du cas stochastique général et pas simplement d'un brownien. Alors, si l'exemple, c'est que si B est monotone, ben, vous voyez que D sur dt de phi de f, où phi est une fonction convexe, j'essaie d'écrire des conditions d'entropie, plus divergence de B phi de f si phi est convexe. Donc, si j'écris ça, évidemment, ça ne fait pas 0, c'est que lorsque j'ai la valeur absolue, j'ai déjà fait ce calcul, et donc ça fait plus divergence de B, je vais même enlever convexe, phi prime de f, f moins phi de f. OK ? Bon, phi est... OK, rien. Donc, si vous prenez une fonction telle que phi prime convexe, ça, c'est pour assurer que vous pouvez passer à la limite dans les régularisations. Dans le cas régulier, j'oublie ça. Dans le cas régulier, si B est régulier, donc vous voyez que si phi prime de z, z est supérieur ou égal à phi de z, comme B est monotone, divergence de B est positif, bah ça entraîne que vous avez d phi sur dt de f plus divergence de B phi de f négatif ou nul. Évidemment, cette condition est vérifiée pour toutes les fonctions linéaires. Donc,
vous voyez que si vous prenez phi de f égale f, vous avez la moitié de l'équation, et si vous prenez moins f, vous avez l'autre moitié de l'équation. Donc, cette formulation encode de l'équation, mais c'est plus précis. Est-ce que ça pourrait être une caractérisation parce que ça, il est vrai, c'est l'inégalité de Jensen, il est vrai que cette propriété-là est vérifiée par cette solution. Pourquoi je dis que c'est une propriété de Jensen? C'est parce que vous avez phi de 0, et puis ici, vous avez fois j. Hein? Et donc, vous devez diviser, et vous aimeriez comparer, c'est une comparaison entre phi de f0j et de phi de f0 fois j. Et ça, c'est les inégalités de Jensen qui vous permettent de comparer, ça, c'est pas égal, mais vous pouvez comparer ces deux objets, parce que j est positif. Là, ça fait beaucoup de j en mètre carré. Phi de f0 fois j. Bon, donc, oui, il y a une formulation qui est vérifiée par la bonne solution, mais je ne sais pas s'il y a unicité. Donc, caractérisation de la solution, je ne sais pas. Une très jolie question. Il y a une troisième question que je cite maintenant, c'est pourquoi en dimension supérieure ou égale à 2, enfin, y a-t-il convergence des approximations? Converge-t-elle fortement dans cette zéroté dans LP? Pensez que les conditions initiales sont fixées, donc ça converge, ou qu'elles convergent fortement dans LP. Est-ce que la convergence forte dans LP se propage dans le flot? Je ne sais pas. Sauf en dimension 1. Et j'en dirai un mot dans un instant. Voilà, je liste les trois problèmes ouverts qui me paraissent les plus importants sur cette question-là. En tout cas, les extrêmement importants, en tout cas naturels. Voilà ce qu'on sait pour l'équation conservative. Il y aura encore un petit chouïa que je rajouterai. Alors, j'ai la remarque sur les changements de variables. Je vais l'illustrer avec un B de x et de t qui est semi-monotone. Et là, je vais mettre du temps. Scalaire x moins y supérieur à moins c0. Lorsque vous avez de la demi-monotonie avec une dépendance en temps, vous pouvez évidemment faire varier la constante dans le temps. C0 est positif. Et en général, dans ces problèmes-là, dans des problèmes d'évolution comme ceci, leur dépendance en temps, elle doit être dans L1. Alors, je vous montre comment un changement de variable permet d'éliminer complètement ce C0 de t et de travailler avec un champ de vecteurs monotone. On peut même le rendre strictement monotone si on a envie. En effet, le psi de x et de t que je vais prendre, il est particulièrement simple. Ça va être un e puissance at, fois x. Vous vous doutez bien que a va être lié à un signe près à la primitive de C0. Et je vais faire le calcul pour x point égale b de x, mais vous pourriez faire exactement la même chose pour x point plus b de x égale à 0. Ouais. C'est la même chose, à part que là, je vais prendre plus la primitive, et dans l'autre cas, ce serait moins la primitive. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça, c'est mon y. Y, c'est puissance ATX. Donc, y point est donné par e puissance a de t b de x, qui est e puissance moins a de ty. Là, j'ai dérivé, dans e puissance ATX, j'ai dérivé le x. Et puis après, j'ai plus à point
plus à point y. Bien. Donc maintenant, vous testez la monotonie, vous faites ce calcul-là avec ce nouveau B tilde, et vous voyez que vous avez un e puissance at facteur de B de e puissance moins at a de t y1 moins B e puissance moins a de t y2 y1 moins y2 plus à point, et là vous avez y1 moins y2 au carré. Bon, ben, vous mettez un e puissance 2 at là, et vous mettez un e puissance moins at a de t ici. Ceci, par hypothèse, ce mineur par moins C0, on n'oublie pas le e puissance 2 a de t, le e puissance 2 a de t, là, ça se mineur par e puissance moins a de t, y1 moins y2 au carré. C'est fait pour, les puissances at disparaissent. Et donc vous avez moins C0, y1 moins y2 carré, comme avant, plus à point. Donc si vous choisissez A point égale C0, vous avez quelque chose de monotone. Donc ça, on s'en resservira pour un autre style de monotonie plus tard, pour montrer que, bon, il suffit de regarder ces cas-là, et puis le reste, on s'en fout. Et si je mettrais plus 1, je peux le rendre strictement monotone, hein, ça peut être utile aussi. Hein. Très fortement monotone. Bon, on garde ça en tête, c'est juste une astuce, et si jamais on a un résultat qui marche dans le cas fortement monotone, ça marche dans le cas semi-monotone. Donc ne jamais oublier cette petite astuce. De manière plus globale, en dimension supérieure, vous voyez qu'une transformation intéressante, c'est le e puissance at où A est une matrice. Hein. Donc vous allez récupérer un nouveau B dans lequel ici, vous aurez typiquement plus AY. Donc il y a des choix de matrices qui peuvent être plus ou moins importants. On retrouvera ça sur notre route. Il n'y a pas que la matrice identité comme dans le champ de variables. OK, donc les problèmes ouverts, ceci. Oui, alors, que vous-je faire oui, il y a la continuité, la continuité en temps dans LP fort, que je n'ai pas encore faite. Et puis, il y a cette remarque sur une représentation des formes conservatives. Donc là, il faut expliquer quelque chose. Hein. C'est que quand je prends une équation conservative, je peux penser que c'est une équation qui décrit la loi de x de t, sachant que ça soit la loi initiale et f0. Okay, ça conduit à une équation conservative. Ça serait, rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait l'autre fois, et on a le signe moins, si on a ce point de vue. Le point de vue de la loi, c'est ce qu'on a fait auparavant. Pour le processus x de t, si vous probabilisez la condition initiale, vous dites, vous voulez regarder l'équation satisfaite par la loi du processus, c'est cette équation conservative, mais avec le signe moins. Si vous avez un Laplacien, c'est pareil. Là, je fais une représentation de type Feynman-Katz, mais c'est pour le plus, donc c'est vraiment pas la même chose. Hein. C'est deux représentations qui n'ont rien à voir. Ça consiste à effectivement développer la divergence et pas se servir de la dualité. Et de développer la divergence, on peut le faire de manière économique grâce à cette remarque sur le jacobien. Hein, on peut économiser sur la régularité sur le B, au lieu de se traîner une formule de Feynman-Katz avec l'expérience. Alors, est-ce que c'est robuste, ça, comme technique, comme interprétation?
Alors on va faire simple. Je vais faire déjà le cas de la dimension 1. Donc c'est une remarque. C'est général. C'est que on a même théorie pour une équation conservative du second ordre. Donc ce que ou typiquement, on a envie de dire, si elle est conservative, elle décrit la loi d'un processus. Dans les équations de Kolmogorov, il y en a toujours deux, il y a la conservative et la non conservative. Il y en a une qui décrit la propagation des espérances de fonctionnelles de fonction du processus, et puis il y a l'autre qui décrit la loi du processus. Celle-là est conservative. Et donc, de quelle équation suis-je en train de parler? Je suis en train, donc on continue, avec divergence de BF. Et ici, je vais mettre un moins DIJ avec la règle de sommation implicite sur les indices répétés de AIJ F, où A est égal à 1 demi de sigma transposé. Et je vais prendre sigma régulier, donc là, je ne vais pas m'embêter sur économiser la régularité en plus. On verra qu'il y a de la régularité dont on aura besoin. Donc, comme je le répète, on peut regarder cette équation comme étant la propagation de la loi d'un processus qui serait, alors quand j'écris ça, qui serait dx égale b de x plus sigma dt plus sigma de x dw. Donc là, on aurait le point de vue égale f si loi de x0 égale la condition initiale. Ça, c'est le point de vue primal, classique. Et là, on va à un autre point de vue qui, j'ai changé le signe de B, qui va me dire, je regarde dxt et je garde le même signe de tw, dxt plus bx dt égale epsilon de wt. J'aurais envie d'écrire quelque chose comme ceci. Epsilon, donc là, je vais mettre le epsilon, on s'en fout, un moins 1 égale sigma de xt dwt. Donc attention. Et je vais mettre des guillemets parce que ça, c'est ce qui marchait naïvement lorsqu'on se rajoutait un epsilon des 2 sur dx2. En fait, ça ne marche pas. Il va falloir modifier le B, il va falloir faire, ça va être nettement plus compliqué, en introduisant quelque chose qui est à base du dxt sur dx, qui est égal à xi, et de jt, qui est le déterminant. Donc c'est quelque chose comme ça qu'on aimerait faire dans un cadre comme ceci. 1, est-ce possible? Et 2, est-ce que c'est aussi simple qu'avant? Alors aussi simple qu'avant, c'est clair, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous tentez naïvement de faire exactement ce que l'on a fait, ça ne marche pas. Donc il y a des correctifs. Et une des raisons fondamentales pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que vous avez une formulation de type Ito ici, et ça marcherait mieux si Ito c'était la même chose que Stratanovich. Enfin, parce qu'évidemment, vous auriez les équations différentielles ordinaires, ça serait comme des équations différentielles ordinaires. Donc avec Stratanovich, il y a des choses qui se passent un peu mieux, mais l'étape finale est juste infernale. Et avec Ito, il faut être Stratanovich vous guide, et avec Ito, vous comprenez ce qu'il faut faire. Alors, les calculs algébriques vont être un peu pénibles, c'est pour ça que je vais d'ailleurs, je ne le ferai pas complètement, mais je vais vous expliquer ce qui se passe en dimension 1, ça permet d'éviter
beaucoup de complexité d'indices, de dérivés, etc. Alors, en dimension 1, évidemment, xi est égal à j. Le déterminant, c'est lui-même. Alors, écrivons cela. Donc, dxt plus... ouais. Essayons de raisonner un tout petit peu à l'envers. Dans le cas déterministe, on comprend tout ce qui se passe. OK. Dans le cadre stochastique, si on avait envie d'écrire des choses simples, on aurait envie d'écrire ça, je ne sais pas, de forme de Stratanovich. Mais on va un peu naïvement commencer à part que ce n'est pas la bonne normalisation. OK. Parce que quand je développe divergence de BF, ce que j'obtiens, c'est df sur dt plus b gradient f. Donc ça correspond bien à une dynamique en dx plus b de x dt. Alors, donc, où en étais-je? Dxi de t plus b' de x de t excité le processus tangent. Donc ça se passe exactement pareil. OK. Tentons, on va y aller un peu à tâtons. Tentons d'écrire. On est intéressé par dx de bf moins d2x de sigma 2 sur 2 f, et on développe ça. On a vu que c'est ça qui fonctionnait. Donc on a un b dxf, ça c'est bon. On a un dxb fois f, ça c'est bien, c'est celui qu'on a géré grâce au jacobien. Vous avez ensuite un moins sigma prime, ou dx sigma, fois dxf. Vous avez moins sigma 2 sur 2 d2xf, donc celui-là, et il reste finalement, là j'ai dérivé une fois le sigma 2, et puis maintenant ce qui me reste, c'est dériver encore celui-ci fois f, et donc à quelques erreurs de calcul près, j'ai l'impression que j'en oublie. Non, ça c'est bon. Oui, j'ai un 2 ici. Moins dx, c'est d'ailleurs moins f, fois, et je dérive ceci, et donc ça fait sigma x carré plus sigma x. Alors, il y a les dérivées secondes à quelques erreurs de calcul près, il y a les dérivées secondes de sigma qui apparaissent. En dimension supérieure, c'est plus la divergence totale qui apparaît de AIJ, le DIJ AIJ, hein, au fond, ce n'est rien d'autre que ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que B doit être corrigé. Doit être corrigé de ce facteur-là, hein, du sigma dx sigma. Ça, c'est grosso modo la différence entre Ito et Stratanovich. Hein. Alors, est-ce que le 2 y est ou pas? Le 2 me dérange. Et alors, je ne comprends pas. Il n'y est pas le 2, non?
Oui, il y a un demi là, mais quand même. Donc, je tape une première fois ça, et je trouve déjà le sigma des x sigma, et je dérive celui-ci. Ou alors, oui, d'accord, c'est bon. Donc là, on reconnaît bien, donc on se dit, oui, le B, il faut le changer. Et c'est exactement la correction. Hein, c'est la correction de Sretanovich. Donc, vous écrivez dx chapeau égale bêta de xt dt, où bêta, c'est b moins sigma sigma x. Bon. C'est plus bêta de x chapeau dt. OK. Alors, b moins sigma sigma x. OK. Égale, là, vous écrivez toujours sigma dwt. Et puis, maintenant, ce que vous allez avoir, c'est un dexité. Oui. On va voir exactement ce qui apparaît. Ce que veut dire cette formule, je vais trop vite. Ce que veut dire cette formule, c'est qu'on sent qu'il va falloir changer le drift. Pour avoir une représentation directe de ce style-là, il va falloir changer le B. Parce que déjà, là, dans le calcul, c'est B moins sigma dx sigma. On ne sait pas très bien qui est-ce qu'il est, appelons-le bêta. Si on veut continuer avec l'argument de Jacobien en dimension 1, c'est le linéariser, et donc je vois apparaître plus bêta prime de x chapeauté excité. Alors déjà, ce qu'on apprend, c'est que ce n'est pas le processus habituel que l'on doit regarder. Hein. Ce n'est pas le processus, même à un signe près, qui correspond à l'équation de Fokker-Planck usuelle. Il faut changer le drift. Sigma prime dwt. Fois excité. L'opérateur qui correspond à ce système stochastique. Puisque si je veux regarder une intégrale d'un certain grand F0 de x chapeauté excité, sachant que ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais comme formule, c'est que grand F0 soit F0 fois excité. Quelle équation j'ai, et puis je comparerai à cette équation pour identifier. OK. Quelle équation j'ai? Donc, quel opérateur j'ai? L'opérateur différentiel. Je vais avoir bêta dxf clair. Je vais avoir moins sigma 2 sur 2 d2x2, donc ça je l'appelle grand F. d2 sur dx2 grand F, clair? Donc ça, j'ai tenu compte de celui-ci. Je vais maintenant écrire les dérivés en xi. J'ai un moins bêta prime xi df sur dxi. Celui-ci, j'ai un moins sigma prime carré xi2 d2f sur dxi2. Et puis, j'ai le terme croisé qui me dit moins sigma sigma prime xi d2f sur dx dxi. Donc, vous voyez apparaître des choses qui sont relativement agréables. Oui, qui sont relativement agréables par rapport au calcul que l'on a fait précédemment.
Étant entendu, donc ça c'est l'opérateur qui correspond à cette trajectoire, si maintenant f0 de x xi, c'est un f0 de x xi, et que je cherche une solution sous la forme f de x et de t fois xi, donc bien entendu il faut écrire un df sur dt devant. Qu'est-ce qui se passe? Les dérivées par rapport à xi2, elles disparaissent. OK? Donc ça disparaît. Le df sur dxi, ça devient moins bêta prime. Df sur dxi fois xi, ça devient moins bêta prime f0. Je vais traduire, là j'essaie d'aller trop vite. Bêta dxf, je mets xi en facteur. Donc tout est multiplié par xi. Il me reste ici bêta dxf. Là, il me reste moins sigma 2 sur 2 d2xf. Ici, df sur dxi, ça fait juste f. Multiplié par xi, j'ai mis xi en facteur, donc ça fait moins bêta prime f. Ça, c'est le terme en f. Le terme en d2f sur dx2, il disparaît, puisque f est linéaire en xi. Et le terme df sur dx dxi, ça fait un df sur dx moins sigma sigma prime. Alors, là-dedans, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve que si j'identifie, j'ai un b moins sigma sigma prime qui est égal à un bêta moins sigma sigma prime, donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, je me noie dans ce calcul. Bêta égale à b, ça ne me plaît pas du tout. Le B'F est là. Le B'F est là et le sigma sigma prime dxf est là. Donc ça, c'est celui-là, ceux-là. Tous ceux-là, ils y sont. Alors ceux-là, ils n'y sont pas du tout. Je m'en sors pas. Donc il y a clairement des termes. Oui, c'est pour ça qu'il devait y avoir une correction sur le bêta. Je pense qu'il y a... je recalcule ça. Donc ça fait dx de sigma sigma prime fois f plus sigma 2 sur 2 fois f. Et donc, lorsque je dérive, messieurs, lorsque je dérive encore ça fait le dx de sigma sigma prime, bon, fois f, et lorsque je dérive celui-ci, ça m'en fait 2 sigma sigma prime dxf. Donc vous m'avez induit en erreur, il y avait un moins 2 ici. Alors, donc, et ça change tout, parce que vous voyez que s'il y a un 2 pour bêta, il faut prendre b moins sigma sigma prime. Bon. Et là maintenant, tout devient cohérent. Et le terme en bêta prime vous donne le b prime et puis exactement la dérivée de sigma sigma prime. C'est ça. Donc la moralité, c'est qu'en dimension 1, c'est b moins sigma sigma prime qu'il faut prendre. Et là, tous les termes y sont. Donc désolé, j'avais écrit, vous avez failli me faire planter complètement, donc là c'est correct. J'ai fait le calcul facilement, in extenso. Alors ça c'est le calcul en dimension 1. Alors une fois qu'on l'a fait en dimension 1, on sait comment s'y prendre en dimension supérieure. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez envie, j'ai déjà quand même peiné pour la dimension 1, qu'on se perde dans les calculs. Mais vous vous doutez bien que la même chose est possible, et toujours avec cette astuce de Krylov.
Alors vous me direz, ce D2F sur dxi2, il ne sert à rien dans cette équation. Oui, parce que je cherche des solutions particulières, ceux qui sont linéaires en xi. C'est la solution de Krylov. Donc je pourrais lui rajouter 100 000 un Laplacien, un D2F sur dxi2, ça ne changerait rien. Mais ça, c'est la forme minimale qui soit elliptique dégénérée, puisqu'évidemment, c'est le même brownien ici et là. Donc ça, c'est un détail. Mais la moralité, c'est que si vous avez une équation comme ceci en 1D, pour simplifier, vous écrivez dxt plus bêta, et c'est vrai en dimension quelconque, plus bêta de xt dt égale sigma de xt dt. Vous baptisez jt égale dxt sur dx déterminant. Je vais vous indiquer comment faire le calcul si vous y tenez. Parce que là, je l'ai fait pour reconstruire un peu à la main la formule, mais ce n'est pas la bonne manière de travailler. Donc, il existe un bêta tel que f, tel que f de x et de t soit l'espérance de f0 de x de t de x fois j de t de x. Donc exactement la même formule que dans le cadre déterministe. Et je le répète, hein, c'est complètement différent de représentation d'une EDP par une formule de Fokker-Planck. Hein. Ça n'a rien à voir. En fait, vous jouez sur des histoires de dualité, de renversement du temps, etc. En tout cas, on l'a bien vu fonctionner avec un moins epsilon laplacien, et on peut imaginer, je vous l'ai fait péniblement en dimension 1, et OK. Alors, comment aborder ça de manière un peu plus, en prenant un peu de hauteur pour qu'on prenne un peu plus ce qui se passe? Là, je vous fais la... J'ai refait au tableau, au fond, la manière dont j'ai compris les choses petit à petit. On teste les choses, on reconstruit les choses, puis après on se dit, mais pourquoi ça marche? Alors, la raison pour laquelle ça marche est la suivante, c'est que ce que l'on a fait, c'est beaucoup mieux si on réfléchit en termes d'intégrale de Stratanovich. Donc là-dedans, les sigma, il y a différents vecteurs colonnes, et donc je vais baptiser sigma alpha de xt rond, ça c'est Stratanovich dw alpha sur dt. Je peux exactement me poser de la même manière. Et là, toutes les étapes que l'on fait en déterministe, qui consistent à dériver puis Liouville avec le déterminant, ça marche pareil si on a Stratanovich. En fait, si vous Stratanovich, c'est ce que vous récupérez lorsque vous, au moins en loi, lorsque vous régularisez le mouvement brownien. Donc, si vous écrivez JT égale et j'écris B chapeau puisque en fait la différence ici c'est B moins 1 demi de sigma des sigma. Bon, c'est la correction Ito-Stratanovich, je ne vous embête pas avec ça. J'écris B chapeau, c'est plus sûr. Donc JT égale déterminant de dxt sur dx. Eh bien, vous avez automatiquement, parce que c'est comme le cas déterministe, que dxt, djt sur jt, je vais l'écrire comme ceci, ça sera plus clair, il est positif de toute façon, sera divergence de B chapeau, la dérivée logarithmique du déterminant. Comme toujours, c'est le log du déterminant qui est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est divergence de B chapeau, dt,
Et ici, ce que vous avez, c'est divergence de sigma alpha sur rien du tout. Sigma alpha rond dw alpha, donc au sens de Stratanovich. Donc attention, le JT, il faut le multiplier. Donc si vous voulez transformer cette équation de Stratanovich en équation de Ito, il faut oublier aucun terme. La présence de JT ici compte. Mais là, vous avez un guide pour faire le calcul. Et pour identifier le bêta ou le B chapeau, j'ai changé de notation, je vais me remettre B chapeau ici, ça sera plus clair. Donc 3 petits points, je vous passe les détails scabreux sur les calculs algébriques. Mais ça s'organise relativement bien. Et quelque part, une interprétation, elle existe. C'est quelque chose auquel que je peux indiquer ici. Si les A sont réguliers, il est important d'avoir la meilleure formule possible si on veut être économe sur la régularité sur les sigmas. Mais si vous êtes prêt à y aller comme un boucher, il n'y a pas de problème. Là, on peut l'expliquer en quelques lignes sans essayer d'identifier au mieux les choses. Et ça correspond à développer la divergence. B gradient F plus divergence de BF, vous développez tout ça et vous exprimez les termes. L'avantage de ne pas avoir une représentation, et là j'en finis avec ça, c'est un amusement, c'est une curiosité de se dire que pour une même équation, on a deux interprétations stochastiques différentes. Bon, j'étais un peu surpris. Honnêtement, ça doit bien traîner quelque part. Ma culture n'est pas absolue, donc je ne peux pas jurer que ça ne soit pas connu quelque part. Mais c'est un peu surprenant quand même. Bon. Alors, point trop d'infos, mais l'énorme avantage d'une formule comme ceci, c'est qu'on se doute bien que ce qui va sortir, c'est une représentation stochastique, qu'en développant des divergences, je vais avoir un terme de Feynman-Katz, avec une exponentielle, machin chose, etc. Mais quand je vois cette exponentielle, je n'ai aucune idée, si je ne l'ai pas identifiée comme un jacobien, je n'ai aucune idée de ce que des propriétés de convergence faible que j'ai grâce à la compensité par compensation. Si je garde l'exponentielle, j'en fais rien. Okay. Donc c'est important d'avoir le jacobien. Alors il y a des liens intrinsèques entre jacobien, représentation de Girsanov, formule de Feynman-Katz, etc. Il y a partout les mêmes idées. Bon, je vais arrêter là. Ce n'est pas d'une clarté lumineuse. Je sens que tout ça, c'est le même corps d'idées et qu'on sait bien que c'est au fond le calcul de Maliavin, que regarder le flot tangent, prendre des dérivés de Maliavin, c'est intrinsèquement lié. Donc il y a clairement quelque chose de pas difficile et qui est là. Si le temps était infini, ça vaudrait le coup de le détailler. Pour moi, c'est plus un amusement qu'autre chose. Bon, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais ça ne me paraît pas tout à fait anodin. Et ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Et je ne fais, à mon avis, qu'effleurer la surface de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de choses là-dedans. OK. On continue. Donc, on va rajouter de l'information ici. On va maintenant dire... Et la solution est continue en temps à valeur dans LP. Information aussi nouvelle.
Alors, grâce à la borne dans LP, vous voyez que toutes les questions que vous posez, il suffit de se les poser pour un F0 qui est régulier. En effet, si vous avez la réponse pour un F0 qui est régulier, sachant que les fonctions régulières sont denses dans LP, ben, vous en déduisez. Cette estimation est uniforme en temps. Donc, si vous avez, ce qu'elle vous dit, c'est que lorsque Fn0, l'estimation de forte continuité, elle vous dit que si Fn0 converge dans LP vers F0, alors le sup sur 0t, et je peux parler du sup et pas du sup essentiel parce que c'est continu à valeur dans LP faible, du sup de f de t, Fn de t, donc je sais que Fn converge faiblement vers F, moins f de t, oui, c'est ça. Si, donc, je prends un des Fn0 réguliers qui tendent vers L dans LP pour P fini vers F0. Les solutions correspondantes, je les note Fn de t et f de t. Le sup sur les t dans 0 grand t grâce à l'estimation est majoré par un e puissance Cp grand t de Fn0 moins F0. Et donc, vous voyez que vous avez convergence uniforme des Fn vers F dans LP. Mais ça ne vous dit pas que F est continu en temps dans valeur dans LP, parce que vous ne savez pas si même pour des fonctions régulières, c'est continu. Donc la moralité, c'est que pour démontrer que c'est une fonction continue dans LP, ben, il suffit de comprendre ça pour un F0 régulier. Donc F0 régulier. Alors, une fois qu'on a dit ça, on regarde la formule. Il n'y a pas de n, il n'y a pas de limite, j'ai un F0 régulier. X de grand X et de t est lipschitzien. Donc tout ce bout-là, il est lipschitzien. Donc dire que, et par rapport à toutes les variables, hein, grand X est lipschitzien par rapport au temps. Donc lui, ça ne pose pas de problème. Donc, se poser la question si f, dans le cas où f0 est régulier, je peux l'effacer, je l'ai dit 36 fois, dans le cas où f0 est régulier, se demander si f est continu en temps à valeur dans LP, ça revient à se poser la question de est-ce que J est continu en temps à valeur dans L1 et donc dans LP, puisque J est borné dans L'. Donc s'il est continu en temps dans valeur dans L1, il est continu en temps à valeur dans LP. Ah. Est-ce que J est continu en temps à valeur dans L1? Donc là, il y a vraiment quelque chose à démontrer. La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'on a une estimation. Donc l'information qui est ici, sur le positif, je peux même lui rajouter, lister quelques conditions dont je me sers dans la démonstration. Donc en fait, il existe une solution avec ce J-là, mais ce J-là, on démontre qu'il a la propriété. Quelle propriété? C'est que dJ sur dt, on sait que normalement on aurait envie d'écrire avec divergence de B fois J. Divergence de B est minorée par C0, et donc il est majoré par C0J. Ça, je le sais. Et je le sais au niveau de solutions régulières. Ça n'a rien à voir avec les équations de transport, c'est sur le flot associé à x' plus b de x. C'est ce flot-là. Donc dJ sur dt est inférieur à C0J, ben ça
je peux le démontrer je ne peux pas écrire la divergence, mais je me sers de la majoration de la divergence. Je peux par exemple l'écrire trivialement pour un flot régulier en régularisant le n et passer à la limite quand n tend vers l'infini, donc Bn tend vers B. Ça, c'est quelque chose qui a lieu au sens des distributions en x et t. Alors le x, il est muet là-dedans, hein, c'est un paramètre. Donc Bn converge faiblement vers B, fortement vers B. Je sais que les xn convergent uniformément vers x. Et ça entraîne que Jn converge faiblement vers J, mais ça suffit pour passer à la limite au sens des distributions là-dedans. Donc en fait, ça c'est un lemme sur les flots associés au sens, un lemme évident, qui est une fois qu'on a démontré la convergence uniforme des trajectoires par régularisation, s'ensuit grâce à la continuité faible des déterminants. Donc ça, c'est une propriété des flots pour un champ de vecteurs semi-monotone. Je ne le décris pas plus parce que j'ai fait déjà plusieurs démonstrations du même tonneau. Par régularisation et convergence faible des déterminants, c'est clair. Car divergence de B ou de Bn est supérieure ou égale à moins C0. Ça, je l'ai expliqué plein de fois. Observez que par la remarque que j'ai faite avec la transformation exponentielle, je pourrais aussi bien dire que dj sur dt est négatif, que C0 est égal à 0. Hein, c'était le cas monotone. Bon. Alors ça va tout changer. Parce que déjà, je vais en déduire que l'intégrale en x de j de t, ça je sais par la continuité faible. Je sais que ça, c'est une fonction continue du temps. Pourquoi toujours la compensité par compensation? Quand Tn tend vers T, les x de Tn convergent uniformément vers x de T, sont uniformément lipschitziens, donc le déterminant, le jacobien, converge faiblement, qui est positif ou nul, il converge faiblement au sens des distributions vers j de T. Ça, c'est la continuité. Et donc, si je prends maintenant l'intégrale, je fais taper contre la fonction régulière 1, je répète, j'oublie l'infini. Donc tout ceci, ça me fait quelque chose qui est continu en temps. Là encore, je m'en sers sans arrêt de la continuité faible des déterminants. Alors, si vous avez maintenant une fonction dans L1 qui vérifie ceci est telle que dj sur dt, plutôt que d sur dt, je devrais écrire un d rond, puisque j dépend de t et de x. dj sur dt est inférieur à c0j, ça entraîne que j est continu en temps à valeur dans L1. Ça, c'est un autre lemme. Bon. Et ça démontre le théorème, à savoir que le semi-groupe crée une trajectoire continue dans l'espace LP. Alors ça, à quoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? C'est toujours la même idée. Pensez C0 égale 0 pour comprendre, sinon il va falloir rajouter des puissances moins C0t. Donc J est une fonction décroissante. Ça veut dire que si je regarde J de t moins J de t plus H, cette intégrale, J de t est supérieure ou égale à J de t plus H, donc c'est évidemment positif.
et c'est égal à l'intégrale de j de t moins j de t plus h en valeur absolue, c'est-à-dire la norme L1. Et donc, lorsque je prends les différences des intégrales, c'est la norme L1 des différences. Fin du lemme. Donc, c'est une trivialité. Si vous avez un C0 positif, c'est guère plus compliqué, puisque ce que vous en déduisez, c'est que E puissance moins C0t fois J est maintenant décroissant. Et donc, ce que vous allez en déduire, c'est que J de t, c'est que 0 est inférieur ou égal à E puissance C0h J de t moins J de t plus h. Et ça, grâce à cette inégalité, la décroissance de E puissance moins C0tj, ça, c'est l'intégrale de la valeur absolue de E puissance C0h J de t moins J de t plus h. Oui. Ça, grâce à la continuité faible. Et cette continuité faible, elle est vraiment uniforme, hein, parce que si vous prenez des suites, des approximations de B, des approximations de F, et que vous avez de la compacité faible, vous avez automatiquement de la compacité dans l'espace des fonctions continues, toujours grâce au lemme de compacité par compensation. Ça, c'est totalement uniforme sur des compacts faibles. Ou des approximations de B, etc. Donc vous avez un module de continuité de la masse totale du jacobien, hein, essentiellement qui est uniforme par rapport à tout ce que vous voulez. Je n'ai pas tout à fait conclu, et donc ceci, je sais qu'il se majore par un certain module de continuité, un oméga de h grâce à rien du tout. Donc j'en déduis que cette intégrale qui m'intéresse est donc égale à ceci et va se majorer par d'une part l'intégrale de j de t moins j de t plus h. OK. Ça sans le e puissance 0h, et ce que j'ai en plus, c'est un e puissance c0h moins 1 fois l'intégrale de j de t, c'est-à-dire une constante, puisque je sais que j est borné. Là aussi, il est uniformément borné par rapport à tout ce que vous voulez. Grâce au premier lemme, le premier truc est majoré par un oméga de h, le module de continuité de j pour la continuité faible, et le deuxième, c'est un c fois e puissance c0h moins 1. C'est de l'ordre de h, hein, ça fait plus ch. Donc la moralité, c'est qu'effectivement, vous avez une majoration de ceci, et puis vous refaites un saut pour dire que j de t moins j de t plus h, vous avez compris, va se majorer par l'intégrale qui est là-bas. Et ce que vous devez rajouter, c'est à nouveau un autre c, et puissance c0h moins 1. Donc la moralité, c'est que vous avez trouvé un module de continuité dans L1. Vous avez démontré que le J était continu en temps dans la valeur dans L1 pour ces flots, et que la continuité en temps et que vous aviez des modules de continuité temporelle uniformes par rapport à tout ce que vous voulez. Donc j'ai démontré ce que je voulais, à savoir que F est continu en temps. J'ai démontré quelque chose de plus, hein. J'ai démontré que le J de x et de t, certes, il est continu en temps à valeur dans L1, et j'ai un bon contrôle du module de continuité en temps ça dépend de quoi? Ça dépend fondamentalement d'être dans un borné de fonctions semi-monotones.
c'est-à-dire un C0 borné, c'est plus qu'un borné, c'est une sorte de compact, puisque je veux que les Bn convergent fortement entre eux. Donc, disons un compact pour la topologie uniforme et une uniformité sur la constante de semi-monotonie. À ce moment-là, vous avez un oméga universel. Donc, je reviens maintenant à la troisième question, celle que j'ai effacée. Troisième problème ouvert, qui est la convergence forte dans cette zéroté, dans LP, en fait. Vous voyez que vous avez de la compacité grâce à la compacité de J. Si maintenant je prends un Bn qui converge uniformément vers B, j'ai que les Xn convergent uniformément vers les X, j'ai que les Jn convergent faiblement vers J, j'ai une formule en Fn0 de Xt, Xnt, Jnt, et je sais qu'elles convergent dans cette zéroté LP faible, et je me pose la question de est-ce qu'elles convergent dans LP fort, vers ce qu'il faut. À nouveau, vous voyez que le Fn0 Xnt, il suffit de travailler avec des F réguliers, on aura toujours par le même argument de densité, c'est comme ce que je viens de faire, on pourra conclure. Donc, vous pouvez penser que ici, vous avez un F0 à la place du Fn0, qu'il est en plus régulier, et vous voyez bien, prenez F0 égale à 1, que la question de la convergence forte dans LP est équivalente à la convergence forte des jacobiens. Tout est contrôlé par les jacobiens dans cette histoire. Et donc, dans L1, en Xt, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Parce que j'ai déjà la compacité temporelle. Donc, ce qu'il me faut en temps, donc ce qu'il me faut, c'est vraiment de la compacité en X. Donc c'est ça la question de la convergence forte. J'ai eu une estimation qui est uniforme pour de telles approximations sur un module de continuité temporelle à valeur dans L1. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose qui me dise que les Jn sont dans L infini, ils sont positifs ou nuls, mais est-ce qu'ils ont un peu plus de régularité en X? Et ça, je ne sais pas. En dimension 1, on peut montrer qu'ils ont de la compacité. Et ça vient du fait qu'en dimension 1, qu'en dimension 1, vous avez une information de dérivation dans la direction de B, mais en dimension 1, dire que j'ai une information de dérivée dans la direction de B, ça veut dire que j'ai un contrôle de la dérivée, sauf si le champ de vecteur s'annule. Donc, il y a les 0 de B à gérer, mais à part les 0 de B, on a de la compacité assez gratuitement. Effectivement, en dimension 1, c'est ça qui se passe. Oh, j'ai toujours pas abordé l'autre problème dual. Bon. Tellement de choses à dire sur ce problème-là. Donc, D égale à 1. Oui, D égale à 1, donc vous avez que le champ lorsque vous résolvez les quadifs, vous pouvez écrire les quadifs comme je l'ai écrit là-bas, mais vous pouvez aussi l'écrire comme équation de transport. C'est juste la propagation du flot tangent. C'est-à-dire ces deux choses-là sont égales. Oui. Le flot tangent, c'est quoi? C'est excité, c'est mon JT. Hein? Excité, c'est JT. C'est-à-dire que d'excité sur dt plus divergence de B, je pourrais avoir une dépendance temporelle, ça ne changerait rien. Et là, le gradient AX, si on est en dimension 1, c'est d sur dx. C'est juste d sur dx de xt. Donc ça, là, ce que j'ai, c'est divergence de B excité. Et le divergence, c'est un bien grand mot pour dire d sur dx.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Xi c'est J. J'ai de la compacité en temps sur Dxi, sur Xi. Compacité en temps, pensez dérivée en temps borné. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas très loin. Vous pouvez régulariser par exemple. En temps. Si vous dites ça, ben, vous dites que ça, c'est borné. Ok, c'est une dérivée d'un truc dans l'infini, c'est pas vraiment borné, mais ce n'est pas tellement différent. Donc ça veut dire que Bxi, il est presque lipschitzian. Bon, à beaucoup de choses près. Donc vous devez vous attendre que grâce à la formation de compacité temporelle sur J, Bxi va être compact dans L1. Ça, c'est un fait beaucoup plus général, vous en doutez que ça, qui n'est pas si bien connu que ça, mais qui requiert de ce module de continuité temporelle. Alors, donc je vais dire que ça entraîne, je vais déjà conclure, que ça entraîne, donc là c'est, je mets maintenant des n partout, et on va voir que ceci entraîne que Bn xi n converge dans L1 vers Bxi. Là j'ai déjà la convergence presque, je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc, je vais dire que ça a de la compacité. Donc, ça converge vers quelque chose. Ben, vers quoi? 1, c'est l'identification de la limite. Bn converge presque partout vers B. Et je sais déjà que les xi-n convergent faiblement dans l'infini étoile et qui sont uniformément bornés. Donc, ça veut dire qu'ils convergent dans tous les LP forts. Et que celui-là, il converge dans l'infini étoile faiblement vers Xi. Donc, la limite est Bxi. Donc là, je dis, grâce à cette équation, on a la compacité. Si j'ai la compacité, quitte à extraire une sous-suite près, Bn xi n converge dans L1. L1 xt. Ça suffit. Donc, deuxièmement, et je vais mettre presque partout, comme ça, quitte à extraire une sous-suite près. Si Bn converge presque partout vers B, vous en déduisez que xi-n converge presque partout vers Xi sur l'ensemble B différent de 0. Mais je veux la convergence presque partout, partout. Donc, quid sur l'ensemble B égale à 0? Ben, sur l'ensemble B égale à 0, il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que sur l'ensemble B égale à 0, vous ne bougez pas. X de t et de x est égal à x presque partout sur l'ensemble B égale à 0. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue où B est défini partout, et ça c'est une inclusion différentielle, et il y a le point de vue presque partout. Donc partout où, sur cet ensemble, à un ensemble négligeable près, on est en train de dire que 0 appartient à l'ensemble, et que donc 0, là, ne pas bouger est solution du problème, et donc la solution du problème. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que xi-t vaut 1. Et si xi-t vaut 1, xi-nt est obligé de converger. Alors ça, c'est... Parce que ce n'est pas parce que B égale à 0 que Bn vaut 0.
Bon, j'ai déjà expliqué qu'on pouvait supposer que B et Bn étaient monotones, hein, changement de variable. J'ai pas envie de me traîner les C0. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les xi nt, ils sont tous majorés par 1. Il faut normaliser les choses, hein, c'est pour ça que j'écris 1. Donc, xi nt, fonction indicatrice de b égale à 0, si bien sûr cet ensemble a une mesure et de mesure non nulle. S'il est de mesure nulle, on a déjà le presque partout et on oublie. S'il est de mesure nulle, ça vaut 0, on s'en fout. Donc ça converge faiblement vers xi t 1 de b égale à 0, c'est-à-dire la fonction indicatrice de b égale à 0. Puisque xi vaut 1 presque partout là-dessus. Bon, vous multipliez une fonction indicatrice par un truc qui converge faiblement dans L infini étoile, dans L2, etc. Vous avez convergence faible du produit. Rien à dire. Mais maintenant, le fait que xi nt soit majoré par 1, ça vous entraîne la convergence forte, parce que l'intégrale de 1 moins xi nt sur b égale à 0, d'après ce que je viens de dire, comme xi t est identiquement égal à 1 sur cet ensemble, ça vous fait l'intégrale de 1 moins xi nt, la différence qui tend vers 0, c'est précisément cette intégrale. Ça tend vers 0 à cause de la convergence faible. Et ça, c'est positif ou nul. Donc, ça veut bien dire que la norme L1 de 1 moins xi nt tend vers 0. Bien. Alors, vous voyez que même en dimension 1, ce n'est pas une démonstration si simple que ça pour récupérer la convergence forte dans LP. En dimension supérieure, j'en ai aucune idée. Sur cette compacité, parce qu'il se fait un peu tard, sur cette compacité, je vais le faire très rapidement, c'est assez typique de résultats de compacité. Alors, qu'est-ce que vous savez sur Bexy? Donc, Bexy, d'après ceci, il appartient fondamentalement à W-1 infini, hein, c'est la dérivée en temps de W1 infini, en X. Et sur Xi, alors, donc B dans BV, Xi dans l'infini, mais vous avez un module de continuité, je l'ai écrit dans L1, mais comme c'est borné dans l'infini, c'est dans tous les LP. Et donc Bexy appartient à un compact des fonctions continues en temps à valeur dans tous les LP. Voilà, alors donc pensez, et c'est ça qui entraîne la compacité dans L. Alors, ça, il y a énormément de résultats comme ça. Les premiers, je pense que souvent on appelait ça le lemme d'Aubin-CA. Aubin et CA avaient démontré des lemmes comme ceci.
Vous avez deux informations en temps et en espace. Ça vous donne beaucoup de compacité en espace, mais vous avez peu de régularité. Si vous arrivez à avoir de la régularité en temps à valeur dans un espace plus faible, à ce moment-là, vous pouvez en déduire de la compacité en espace-temps essentiellement dans cet espace plus faible, ou dans un espace encore plus faible que les deux si jamais celui-ci ne contient pas celui-là. Donc ça, c'est des phénomènes relativement standards. Donc si vous aviez un modèle de continuité eulérien, ce serait pareil. Une manière assez générale de procéder, c'est de régulariser là où vous avez des dérivées négatives. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir, maintenant Bexy, vous l'appelez je ne sais pas quoi, vous l'appelez phi, et c'est de regarder phi étoile en temps ρ, epsilon. Donc la compacité en temps qui est ici, à valeur dans LP, vous dit tout de suite que ceci converge vers phi continuellement en temps à valeur dans LP. C'est une bonne manière de procéder. Donc, quand epsilon tend vers 0. C'est juste le module de continuité uniforme en temps, vous faites que juste la convolution en temps. Ça ne change rien à la première information. Donc vous avez maintenant un phi epsilon qui est aussi régulier que vous voulez en temps à valeur dans LP et qui est toujours, qui est maintenant régulier en temps à valeur dans W infini. Vous vous êtes complètement débarrassé de la variable temporelle grâce à la régularisation temporelle. Et donc vous pouvez utiliser maintenant la compacité en X pour conclure. Donc je n'écris pas ça, je ne détaille pas ça. Il y a 36 variantes. C'est vrai que dans mon livre sur la mécanique des fluides, j'avais regardé un truc extrêmement général de ce type-là. Mais il y a toujours des petites variantes et je ne suis pas sûr que la petite variante que j'indique là soit couverte par ce que j'avais indiqué dans mon bouquin. Donc voilà, fondamentalement, sans vous ensevelir sous un déluge de points techniques qui n'ont aucune espèce d'importance, voilà pourquoi Bexy a une compacité, mais c'est très deceiving, diraient les Américains, parce que vous avez une information, je répète, grâce à ces équations-là, vous avez une information pensée stationnaire, vous avez une information différentielle dans une direction. En dimension 1, une direction, c'est beaucoup. C'est presque tout, lorsque B s'annule. En dimension supérieure, vous avez la direction du champ de vecteur, et après, dans les autres directions, vous n'avez pas de contrôle. Donc le contrôle du jacobien, s'il existe, c'est beaucoup plus fin. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous me direz, on s'en fout un peu qu'on ait la convergence uniforme en temps ou pas. Mais indépendamment de l'équation de transport, c'est vraiment... vous avez un flot différentiel. Dans le cas stochastique, vous avez exactement les mêmes questions. Vous avez un flot différentiel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le jacobien, sachant que vous ne pouvez pas vous servir de la divergence de B, parce que B, il n'est même pas BV, B, hein, il est BD, Bounded Deformation. Donc, semi-monotone. Bon. C'est un cas qui est parfois appelé semi-lipschitien. C'est un cas où les gens se disent, parce qu'on sait démontrer l'unicité sur le flot, on se dit, voilà, c'est pareil que dans le cas classique, mais vous voyez que ça fait maintenant 3 heures ou 2 ou 3 heures que je suis dessus pour montrer comment on étend le camp classique, mais aussi les limites de ce que l'on peut faire. Et il y en a. Donc c'est pas vrai que c'est comme si c'était lipschitien, c'est pas vrai que c'est comme si c'était comme si c'était le cas classique. Alors je pense que là quand même j'ai fini à peu près l'équation conservative. Il y aura peut-être... j'ai déjà fait au moins 3 démonstrations fausses sur la continuité en temps, la convergence continue en temps en valeur dans LP. Après j'y réfléchis, je me rends compte et j'arrête d'y réfléchir 2 jours avant le cours parce qu'il me faut 1 ou 2 jours
pour me convaincre que ça a une chance d'être vrai ou pas la démonstration. Donc, j'ai passé la semaine à faire des démonstrations fausses, enfin, pas toute la semaine, 3 ou 4 jours, à faire 3 démonstrations fausses d'une petite estimation sur le jacobien. OK, donc, c'est à peu près, sauf miracle, j'arrête là sur l'équation conservative. La semaine prochaine, je vais passer à l'équation duale, l'équation non conservative, et qui, d'une certaine manière, propage non pas les lois, mais les valeurs pour l'autre équation, pour x point égale b de x. Donc, la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est en quel sens on résout cette équation-là, ou en quel sens on résout cette équation différentielle. Donc là, on n'est plus en territoire connu. Hein. C'est x point égale b de x avec un b qui est expansif, qui est semi-monotone. Donc là, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'on a un flot presque partout et que là, on aura des solutions par dualité qui seront continues en temps à valeur dans LP. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc on aura une extension pas tout à fait complète de la théorie DPL, puisque je ne dirais pas, je caractériserai une solution ici, je caractériserai un flot ici, enfin je dirais, mais les questions d'unicité ne sont pas lumineuses. On est obligé, de la même façon que là on a fait le tri pour les équations conservatives, là aussi il faut faire le tri. Donc c'est en ce sens-là que c'est une extension partielle. Mais ça se passe bien, c'est quand même, si vous avez un champ de vecteurs monotone dans Rn, en un certain sens, pour presque toute condition initiale, il y a une unique solution. Oui.